Bonsoir à tous, on va revenir sur ce Real Madrid-Paris Saint-Germain qui vient de se terminer. Et pour revenir sur ce match, je vais aborder selon moi les points les plus intéressants. Je ne vais pas refaire le film du match, je ne vais pas essayer de faire une analyse tactique très poussée de ce match. De toute façon, je ne suis pas sûr d'en avoir les capacités. Mais je vais essayer de revenir sur les points qui sont pour moi les plus intéressants de ce Real PSG. Et comme vous le savez, on terminera rapidement par un léger top et flop. Donc premier point pour moi, je vais parler du Paris Saint-Germain. Et je vais dire quelque chose qui a peut-être choqué des gens, je ne sais pas. Peut-être qu'il y a des gens qui ne vont pas être d'accord avec ce point. Mais ce point, c'est que pour moi, ce résultat, savoir ce 2-2, surtout quand on a vu le cours du match, qu'on a vu le contenu du match, pour moi, ce 2-2, c'est le pire résultat possible pour le Paris Saint-Germain dans la mesure où, par rapport à ce qu'ils ont montré, ce 2-2, ce match nul, c'est un énorme trompe-l'œil, c'est l'arbre qui cache la forêt parce que c'est sur ce genre de résultat-là, sur ce genre de match nul, que le Paris Saint-Germain va peut-être pouvoir conserver l'illusion que le club travaille de façon relativement bonne ou du moins moyenne passable, alors que par rapport à ce qui est produit, c'est catastrophique. Je dis ça parce que même si le match et le contexte est totalement différent, ça me fait penser au match face à Manchester, au match aller l'an dernier, dans la mesure où moi personnellement ce soir-là, ce match-là, j'avais trouvé le contenu du Paris Saint-Germain très moyen, très faible, mais le score a fait, la physionomie du match a fait que pour le grand public, pour beaucoup de monde, ce match-là avait été très positif. Alors que pour moi, en termes de contenu, ça n'était pas du tout. Et ce soir, quand tu reviens après un 2-0 à 2-2 dans ce match-là, qui de toute façon est sans enjeu, après avoir montré pendant 70 minutes un contenu très très inquiétant, ce 2-2 pour moi c'est quelque chose qui est très dangereux pour le Paris Saint-Germain parce qu'il peut les pousser, il peut pousser un coach comme Tourelle qui depuis 1 an et demi n'arrive pas à construire quelque chose de crédible au Paris Saint-Germain. Il peut pousser ce club-là à se dire bon au final le match n'est pas si catastrophique, au final on arrive à faire jeu égal avec le Real Madrid parce qu'au final il y a 2-2. Et pour moi ça c'est le premier point qui est assez important selon moi, c'est que ce score-là, ce match nul, il peut pousser la vision du Paris Saint-Germain à ne pas trop s'attarder sur le contenu, alors que vraiment en termes de contenu, ça a été très très inquiétant et on va y revenir un peu plus tard sur les autres points. Et donc le deuxième point, après ce premier point introductif, c'est le jeu du Paris Saint-Germain, le contenu du Paris Saint-Germain ce soir. Et pour moi, il a été, comme je l'ai dit, très inquiétant parce qu'on a vu ce soir se confirmer pas mal de craintes au sujet du Paris Saint-Germain, à savoir que depuis le début de saison, le Paris Saint-Germain était une équipe qui brillait en transition, qui arrivait à faire la majeure partie de ses différences par des transitions, notamment avec André Di Maria entre les lignes, parce qu'il avait cette capacité-là à occuper les espaces, à faire les bons choix, les bons gestes grâce à sa qualité technique, parce qu'il avait du temps et de l'espace. Et forcément, quand tu arrives sur un match comme ce soir, où tu as beaucoup moins d'espace, où tu as une équipe beaucoup mieux en place en face, parce que en face, c'est pas Dijon, en face, c'est pas l'OGC Nice, avec tout le respect qu'on a pour ces équipes, mais c'est les Real Madrid avec des joueurs quand même qui ont une culture du haut niveau, une expérience du haut niveau qui est quand même nettement supérieure et qui est tactiquement beaucoup mieux en place que les équipes qu'on peut rencontrer en Ligue 1. Et donc forcément dans un match comme celui-ci, André Di Maria entre les lignes, il a beaucoup moins d'espace. Des joueurs comme Verratti, comme Kylian Mbappé, ce sont des joueurs qui sur ce match-là, ils vont avoir beaucoup plus de pression, ils vont être beaucoup plus mis sous pression et subir une intensité nettement supérieure à celle qu'ils peuvent rencontrer en Ligue 1. Encore que, selon moi, le Real Madrid, on va en parler un peu plus tard, ils ont été en grande gestion sur ce match-là et ils n'ont pas eu besoin de pousser le curseur d'intensité très très haut. Et du coup, on voit sur ce match-là au niveau du Paris Saint-Germain qu'une individualité comme André Di Maria, je ne vais pas l'accabler, mais forcément elle est beaucoup moins mise en valeur parce que dans un contexte, dans une configuration où il a beaucoup moins de temps, où il a beaucoup moins d'espace, où il est mis sous pression, forcément pour faire des différences à ce moment-là, c'est très compliqué pour lui parce que c'est un joueur qui se nourrit des espaces. C'est pareil comme pour un joueur comme Kylian Mbappé. C'est un joueur qu'on attend au très haut niveau, Mbappé, où il y a une grande exigence autour de lui parce qu'on sait que c'est dans ces matchs-là où la configuration elle est plus difficile pour les individualités qu'il doit briller. Et on se rend compte sur ce match-là que c'est très compliqué pour lui de faire la différence une fois qu'il a le ballon dans les pieds si c'est pas un joueur qui avale les espaces avant. Et dans ce match-là, ce soir, c'est les ballons qu'il a touchés, c'est des ballons qu'il a touchés à l'arrêt, sans mouvement, sans avoir fait une course dans l'espace au préalable. Et on se rend compte que quand Kylian Mbappé il reçoit le ballon dans les pieds à l'arrêt, il a très peu de choses à proposer, du moins à l'heure actuelle, parce que ça reste un jeune joueur, mais il a très peu de choses à proposer avec le ballon à l'arrêt sous pression. Et on a encore vu aujourd'hui qu'il a pas mal de déchets, notamment sur sa première touche, sur ses orientations, sur ses transmissions. Et ce match-là, justement, c'est un bon révélateur pour le Paris Saint-Germain, même si en termes d'enjeu, même si en termes d'intensité, c'était pas encore le très haut niveau, mais ça permet justement de voir que
Ce qui est parfois encourageant en Ligue 1, que ce soit notamment les transitions rapides, les projections vers l'avant, etc. Les joueurs comme Di Maria, comme Mbappé. Forcément, quand le niveau il augmente, on voit que les limites de ces joueurs-là, elles sont mises en lumière et elles ont été mises en lumière encore aujourd'hui. Et d'un point de vue global, d'un point de vue plus collectif, parce que là j'ai parlé de André Di Maria et de Kylian Mbappé, voire même de Verratti, on a vu que ce Paris Saint-Germain-là, collectivement, n'a aucun schéma. Je parlais de la configuration Ligue 1 où le Paris Saint-Germain faisait la majeure partie de ses différences sur des transitions rapides. Aujourd'hui, ces transitions rapides-là, elles étaient impossibles parce qu'il y avait beaucoup moins d'espace, parce que les joueurs étaient pris sous pression, qu'il y avait un minimum de pressing en face et des joueurs bien en place. Et on se rend compte que pour pallier à ça, le Paris Saint-Germain n'a aucune solution. On a vu un Marco Verratti, je ne vais pas lui jeter la pierre parce que je pense qu'un joueur de son niveau, un joueur de sa classe, il n'est pas voué à combiner au milieu avec un Marquinhos en 6 et avec un Idrissa Gueye, même si j'ai beaucoup de respect pour ces joueurs-là. Et on a vu que Marco Verratti, s'il voulait toucher des ballons ce soir, il devait redescendre au niveau d'un Thiago Silva. Et ça, c'est pas normal. Un joueur comme Verratti, il doit toucher la balle relativement haut pour pouvoir faire son travail de transition avec la ligne offensive. Et sur ce match-là, pour toucher des ballons, Marco Verratti il a été obligé de jouer au niveau des défenseurs centraux. Et à partir de ce moment-là, où une personne comme Marco Verratti, qui est censée être le lien, la plaque tournante de ton équipe, elle est obligée de descendre aussi bas, c'est qu'il y a un problème dans ton équipe, qu'il y a un problème collectivement et qu'il n'y a aucun schéma de jeu. Et enfin, dernier point sur ce Paris Saint-Germain, ça va être encore un point individuel, même si le plus important, c'est le point collectif que j'ai essayé d'aborder sur ce deuxième point. Pour moi, c'est le point de Mauro Icardi. Alors là encore, on ne va pas faire un procès sur Mauro Icardi, mais ce match-là, il a permis justement de mettre en lumière toutes les limites de Mauro Icardi parce que c'est un joueur qu'on a beaucoup complimenté depuis son arrivée au Paris Saint-Germain parce qu'il met beaucoup de buts, parce que dans la surface, il est létal, parce que c'est un vrai buteur. Mais aujourd'hui, on s'est rendu compte que voilà, Mauro Icardi, dans une configuration où le Paris Saint-Germain, ils ont peu de ballons, dans une configuration où le Paris Saint-Germain, il va très peu attaquer le dernier tiers, un Mauro Icardi, il sert à rien à son équipe. C'est peut-être dur à dire, c'est peut-être très critique, mais dans cette configuration-là, Mauro Icardi, pour son équipe, il n'apporte aucune plus-value parce qu'il n'est pas capable de se rendre disponible hors de la surface de réparation et d'apporter une vraie plus-value à son équipe, que ce soit dans les déviations, dans le travail de sape ou même sur des configurations où tu es en attaque rapide. C'est pas un joueur qui est capable d'attaquer la profondeur, qui est capable d'attaquer les espaces. Donc sur une configuration comme ce soir, le Paris Saint-Germain joue à 10 parce que Mauro Icardi, il n'est pas fait pour cette configuration-là. Mauro Icardi, il est fait pour une configuration où il va attendre les ballons dans la surface. Par contre, quand le ballon il va arriver, oui, il va faire la différence. Mais le problème, c'est que des configurations comme ça, surtout par rapport à ce que produit le Paris Saint-Germain collectivement, c'est pas des configurations que Mauro Icardi il va rencontrer souvent, encore plus en Ligue des Champions, où le niveau d'exigence il monte, où l'équipe elle est censée produire du jeu d'une qualité supérieure et que tu vas pas tout le temps rencontrer Bruges, tu vas pas tout le temps rencontrer Galatasaray. Donc forcément sur un match comme celui de ce soir, on se rend compte que Mauro Icardi, l'apport qu'il peut apporter au Paris Saint-Germain, il est limité sur la surface de réparation, il est limité sur un certain type de configuration de match et que ça aussi, ça va être un problème et qu'on a peut-être trop idéalisé l'arrivée de Mauro Icardi parce que pour moi, là encore, c'est mon avis personnel, je n'engage personne à être d'accord avec moi, mais pour moi, l'enjeu du Paris Saint-Germain au niveau du neuf, c'était de pouvoir trouver un neuf qui ait un profil associatif à celui de Neymar, qui ait un profil associatif à celui de Kylian Mbappé, quelqu'un qui puisse participer au jeu. Et en allant chercher Icardi, tu vas chercher un profil encore plus poussé que Edinson Cavani. Alors on va pas parler de la forme d'Edinson Cavani, c'est pas le sujet, mais tu vas chercher en termes de profil quelqu'un qui a un profil encore plus poussé qu'Edinson Cavani, quelqu'un qui a encore moins de potentiel à pouvoir t'apporter dans le jeu, et donc forcément dans une configuration comme ce soir, tu joues sans numéro 9. Donc ça c'était pour moi les points principaux concernant le Paris Saint-Germain. On va un peu parler du Real Madrid parce qu'il y a eu là aussi des points très intéressants côté madrilène. Donc le point principal pour moi au niveau madrilène, c'est qu'ils ont parfaitement su profiter du manque d'animation, du manque de mouvement, du manque de cohérence tactique du Paris Saint-Germain, et que forcément dans une configuration comme celle de ce soir où on a un Paris Saint-Germain qui n'est pas bien en place, un Paris Saint-Germain qui ne presse pas et un Paris Saint-Germain qui au milieu n'est pas capable de garder la balle et même sur des phases de possession qui n'est pas capable de garder la balle sous pression, forcément le Real Madrid ils se sont régalés parce que quand tu as des joueurs qui peuvent jouer entre les lignes comme Karim Benzema, comme Eden Hazard, comme Isco, avec sur la largeur en plus des joueurs de la qualité de Carvajal ou de Marcelo, techniquement c'est trop facile. Si ces joueurs-là, tu les laisses se balader entre les lignes, si ces joueurs-là, tu ne les mets pas sous pression, ces joueurs-là, ils vont forcément se régaler parce que c'est des joueurs qui ont une qualité intellectuelle et une qualité technique largement au-dessus de la moyenne. Donc forcément, sur un match comme celui-ci, où tu as une équipe comme le Paris Saint-Germain qui n'est pas capable de garder le ballon sous pression ou sous un minimum de pressing et qui en plus derrière n'arrive pas à mettre en difficulté ou n'est
n'est pas assez bien en place pour empêcher des mouvements entre les lignes du Real Madrid, forcément ces joueurs-là, comme Benzema, comme Eden Hazard, comme Isco, forcément ils se frisent parce que c'est trop facile pour eux. Et du coup on a vu sur ce match-là que en plus il y a eu beaucoup de mobilité entre les joueurs, que ce soit les décrochages de Benzema, même si pour moi c'est parfois un peu abusif, que ce soit Eden Hazard, que ce soit Isco, et que ce soit même un joueur qui est pour moi vital au Real Madrid sur un match comme celui-ci, et même sur la saison d'après ce que je lis, parce que j'ai pas la prétention de regarder tous les matchs du Real Madrid, mais d'après ce que je lis, et ça s'est confirmé sur ce que j'ai vu ce soir, un joueur comme Fede Valverde qui apporte une vraie plus-value à l'équipe parce que on le sait, on est sur un milieu du Real Madrid qui est vieillissant, que ce soit Casemiro, même s'il est encore relativement jeune, mais surtout un joueur comme Kroos. Tu as besoin d'un joueur au milieu qui est capable de se projeter vers l'avant, qui est capable de faire des courses sans ballon ou avec ballon. Et Fede Valverde, sur ce match-là, on l'a vu sur le premier but, ça vient justement de Fede Valverde qui écarte sur Carvajal et qui continue sa course pour plonger dans la surface, puis après faire ce centre. Et ça, c'est un profil très intéressant et c'est un profil qui fait vraiment la différence et qui est pour moi vital, surtout à notre époque actuelle, c'est d'avoir un joueur comme ça au milieu de terrain qui est capable de se projeter vers l'avant, que ce soit avec et sans ballon, et qui a surtout cette faculté à savoir où est-ce qu'il doit se déplacer et qui en plus a une vraie qualité dans sa prise de décision, dans sa prise de choix. Donc ça aussi, ça a été un élément fondamental pour moi pour le Real Madrid ce soir, c'est d'avoir ce joueur-là qui, dans le dernier tiers, est capable d'apporter une plus-value. Surtout que, comme on l'a vu, avec les nombreux déplacements de Benzema, les nombreux décrochages, il y avait parfois un certain manque dans la surface parisienne et justement des joueurs comme Fede Valverde qui ont cette capacité à se projeter vers l'avant, ça permet de faire de la différence pour le Real Madrid. Après, pour moi, globalement, pour faire une petite conclusion sur ce match-là, je pense que les enseignements, ils sont surtout côté parisien, voir que collectivement, il y a un gros problème, il y a une absence totale de schéma de jeu, de schéma au niveau des passes, on l'a vu quand Neymar est rentré, on avait un Marco Verratti au niveau des défenseurs centraux et un Neymar qui était quasiment à la place qui est censé occuper Marco Verratti au milieu. Et après, une fois que Neymar avait la balle, c'était débrouille-toi, fais la différence, c'est à toi de tout faire. Et c'est pas possible au bout d'un an et demi du mandat d'un coach d'arriver dans un tel néant tactique, dans un tel néant collectif. Donc pour moi, côté parisien, il y a beaucoup d'enseignements inquiétants sur ce match-là, même si l'enjeu de ce match il est limité, même si l'intensité de ce match elle est limitée, ça montre déjà que à ce niveau d'exigence là, si tu n'es pas un minimum capable de produire du jeu, qu'est-ce que ça va être quand le niveau d'exigence il va monter, quand le niveau d'intensité il va monter. Et c'est pour ça que quand je vois la prestation collective du Paris Saint-Germain, j'ai tendance à nuancer un peu ce que j'ai vu côté madrilène, parce que même s'il y a eu beaucoup de bons points, ils ont tellement été mis dans un fauteuil, ils ont tellement joué dans des chaussons que c'est quand même, il faut garder de la distance par rapport à la performance madrilène, même s'il y a quand même eu beaucoup de bons points et que je pense que sur l'avenir, sur le cours de la saison, il y a pas mal de choses à gratter côté madrilène parce que tu as des joueurs d'une qualité technique supérieure et qui en plus ont cette intelligence de jeu et cette intelligence dans les déplacements. Quand on voit des joueurs comme Hazard, comme Benzema, comme Isco permuter, apporter beaucoup de mobilité, c'est quelque chose sur laquelle le Real Madrid va pouvoir vraiment essayer de compter sur les prochaines semaines, sur les prochains mois. Et donc on va terminer sur les tops et les flops. Je ne vais pas en citer beaucoup. Pour moi le top, j'en ai parlé, c'est Fede Valverde, parce que même s'il y a eu beaucoup de joueurs madrilènes ce soir qui ont fait une belle performance, c'est pour moi celui qui au niveau collectif, au niveau peut-être tactique, apporte le plus de plus-value à son équipe, parce que justement il a cette projection là vers l'avant dans le dernier tiers et c'est par ce genre de projection que tu apportes vraiment une différence. Donc pour moi, si j'avais un top à donner de ce match là, ce serait bien évidemment Fede Valverde, même si je pourrais également relever la très bonne performance d'un Eden Hazard ou même d'un Kroos, parce que voilà, j'ai parlé un peu de Kroos, j'ai parlé un peu de la physionomie du match, mais justement un Kroos, c'est un joueur qui souffre énormément sous pression, de plus en plus de mal à assumer l'intensité du très haut niveau, mais dans un match comme aujourd'hui où il n'y a pas d'intensité de la part de l'équipe adverse, qu'il n'y a pas de pression, forcément un joueur comme Kroos, il peut avoir 30 ans, il peut avoir 35 ans, ses pieds ils vont pas vieillir. Donc si tu le mets dans un fauteuil, si tu le laisses jouer en chausson, forcément il va régaler. Et aujourd'hui, forcément il s'est frisé tout le match parce qu'il a pu évoluer comme il voulait, sans pression, et que forcément dans cette configuration là, c'est facile pour lui de faire des différences. Et le flop, c'est évidemment Tourelle pour son œuvre depuis qu'il est arrivé au Paris Saint-Germain, une œuvre qui ne cesse de s'améliorer de semaine en semaine. On a du mal à voir jusqu'où il va réussir à pousser la machine parisienne, parce que de semaine en semaine il arrive quand même à se renouveler. Donc pour moi le flop de ce match, c'est évidemment Tourelle, même si
au final ça ne fait que confirmer ce qu'on voit depuis des semaines, ce qu'on voit depuis des mois. Donc voilà, j'ai essayé de faire un tour d'horizon le plus rapide possible, mais en essayant quand même d'aborder des points qui me semblent intéressants sur ce Real Paris Saint-Germain. N'hésitez pas à dire dans les commentaires vous ce que vous avez pensé de ce match-là. Est-ce que c'est inquiétant pour le Paris Saint-Germain ou non? Quels sont pour vous les tops et les flops de ce match? N'hésitez pas à mettre un pouce bleu sur la vidéo si elle vous a plu et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. À bientôt.